Ravi de vous reconnecter pour cette petite heure là autour d'un sujet important qui est la GTB, qui est important maintenant pour passer l'hiver, mais aussi pour les années à venir. Nous allons aborder le contexte de la crise climatique et l'urgence énergétique. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'une GTB et nous allons l'illustrer avec un cas concret qui est un bâtiment Schneider à Grenoble, Technopole. Et ensuite, vous expliquer comment procéder et il y aura une petite session de questions-réponses. Donc bonjour à tous, je suis Frédéric Rioux, j'ai en charge le marketing clientèle pour les segments tertiaires et aujourd'hui je serai accompagné de Julien qui est responsable marketing offre pour la GTB, Hugues, le responsable énergie-environnement et Aude qui est l'énergie manager au sein de la société Engie pour ce bâtiment de Technopole. Ensemble, nous allons vous fournir des éléments de réponse autour de la crise climatique et l'urgence énergétique, et notamment comment absorber l'impact économique de la crise énergétique sur le bâtiment, tout en répondant aux impératifs réglementaires et en assurant la continuité de vos opérations. Avant de parler du bâtiment face à l'urgence énergétique et aux défis climatiques, je vais revenir sur le contexte. Voici un graphique représentant les émissions de CO2. Donc, ce graphique, vous l'avez certainement déjà vu. Il représente plusieurs scénarios en fonction de nos aptitudes à réduire ces émissions. Le CO2 est le gaz à effet de serre le plus répandu. Il influe directement sur l'élévation de température. Et là, chaque 0,5 degré compte. Conséquence d'une élévation de température à 1,5 degré serait grave, mais elle serait catastrophique à 2 degrés. Nous avons donc 10 ans pour agir et réduire nos consommations d'énergie. Vous voyez sur la partie droite de l'écran, la cible est de réduire de 10 à 15 gigatonnes d'émissions de CO2. 80% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la production d'énergie et cette production dépend directement de notre besoin en consommation. Mais avant la fin du monde, il y a la fin du mois. Aujourd'hui, nous subissons les prix de l'électricité, l'envolée de ces prix. En Europe, le prix de l'électricité est indexé sur le moyen de production le plus cher. Et la situation géopolitique actuelle fait que le gaz augmente et donc forcément le coût de l'électricité augmente aussi. En plus de ces prix de l'énergie, nous avons un risque de pénurie cet hiver d'électricité à cause de la baisse de nos moyens de production, que sont l'indisponibilité des réacteurs nucléaires, mais aussi la production hydraulique qui a été impactée à raison de la sécheresse. Maintenant, nous allons faire un focus sur le bâtiment qui, lui, représente 44% de la consommation française. En France, il y a 300 000 bâtiments de plus de 1000 m² existants, qui représentent donc ces 44% de la consommation d'énergie, mais dont 30% de gaspillage énergétique sont dus à l'exploitation, ou plutôt au manque d'exploitation et de suivi. Ces gros postes consommateurs dans les bâtiments sont le chauffage pour 41%, l'éclairage pour 27% et la climatisation pour 10%. Seulement 6% de ces bâtiments sont équipés d'un système de pilotage et plus de 90% des équipements de distribution électrique ne sont pas connectés ou connectés à aucun logiciel de visualisation des informations énergétiques. Un bâtiment moyen consomme environ 300 kWh par mètre carré et par an. Si on l'équipe d'un système de pilotage, sa consommation descendrait à 180 kWh par mètre carré et par an. Pour information, la nouvelle RE 2020 fixe une consommation cible, par exemple pour un immeuble de bureau, de 75 kWh par mètre carré et par an. Afin d'accélérer la transition énergétique, l'État a mis en place un cadre réglementaire. Le décret BACS, que vous voyez en haut de l'écran, qui sert à piloter le bâtiment, qui lui va être une obligation de moyens. Le décret tertiaire, qui va être l'obligation de résultat. Et ensuite, la RE 2020 qui concerne les constructions neuves.
Si je reviens sur le décret tertiaire ou dispositif éco-énergie tertiaire, il fixe des objectifs de réduction de consommation. Tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² sont concernés. Les bâtiments industriels aussi peuvent être assujettis à ce décret s'ils abritent des activités tertiaires, notamment les bureaux, au sein de leur activité industrielle. Ces obligations imposent de réduire sa consommation de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Cette réduction va se baser sur une année de référence que vous devez choisir actuellement et la déclarer sur le logiciel Opéra de l'ADEME avant la fin de cette année. L'autre décret, le décret BACS, Building Automation and Control System, GTB en français, concerne les bâtiments qui ont une consommation de CVC supérieure à 290 kW. 290 kW, oui, pardon. Ce qu'on estime à peu près un bâtiment de 2000 m². 1500 bâtiments français sont assujettis à ce décret. Ce décret nous oblige à installer un système de pilotage du bâtiment, d'automatisation et de contrôle du bâtiment. Il y a plusieurs systèmes de pilotage d'un bâtiment, et sur ces systèmes, il y a plusieurs classes, mais ça, Julien nous en parlera juste après. D'ailleurs, Julien, qu'est-ce qu'une GTB? Écoutez, d'abord, bonjour à tous. Alors, pour commencer, j'aimerais faire un petit peu d'histoire et revenir sur deux concepts, deux notions, puisque vous devez certainement en entendre beaucoup parler. D'ailleurs, l'un des termes est le sujet d'aujourd'hui, mais ce sont les termes de GTC et de GTB. Alors, comme vous le savez, sur un bâtiment, nous allons retrouver plusieurs usages, plusieurs domaines techniques, tels que le chauffage, la production d'eau chaude, la climatisation, l'éclairage, etc. Et par le passé, chacun de ces domaines techniques disposait de sa propre GTC pour gestion technique centralisée. Et donc, ces GTC permettaient de superviser une installation technique à laquelle elle était rattachée, et elles communiquaient généralement sur des protocoles propriétaires, c'est-à-dire qu'elles étaient silotées et elles n'étaient pas capables de communiquer entre elles. Et donc, la principale problématique était qu'avec l'augmentation de l'automatisation et de la digitalisation du bâtiment, vous aviez finalement autant de GTC que d'usages à piloter. Et donc, les équipes d'exploitation se retrouvaient finalement, dans leur local technique, à avoir plusieurs ordinateurs pour superviser l'ensemble des installations d'un seul et unique bâtiment, avec toute la difficulté en plus de recouper les informations entre elles. Et donc, c'est dans cette perspective, finalement, de faciliter l'exploitation et d'offrir la possibilité d'utiliser au mieux les données collectées, qu'entre en scène la GTB pour gestion technique du bâtiment. Et donc, ces solutions GTB vont peu à peu s'orienter majoritairement vers l'utilisation de protocoles ouverts. Pourquoi? Pour justement favoriser l'interopérabilité et offrir aux équipes d'exploitation un outil tout en un pour monitorer et piloter l'ensemble des usages du bâtiment, voire même de plusieurs bâtiments lorsqu'on va raisonner à l'échelle d'un patrimoine. Et pour vous donner un exemple tout simple, le réglage d'un unique programme horaire pourra simultanément démarrer le chauffage tout en autorisant l'éclairage et en déverrouillant, pourquoi pas, la détection d'intrusion, etc., etc. Donc tout ça à partir d'un seul et même outil et d'un seul et même ordre. Et cela va également permettre surtout de comparer les différents sites entre eux pour identifier les bonnes pratiques des uns et les axes d'amélioration des autres quant à leur utilisation, leur fonctionnement. Et c'est ça qui va vraiment rendre la chose intéressante, d'autant plus sur le plan énergétique, qui nous préoccupe tous aujourd'hui. Donc, vous l'aurez compris, une GTB permet de monitorer et de contrôler les différentes installations techniques du bâtiment en vue d'en optimiser le fonctionnement. Et la conséquence directe, c'est bien sûr une productivité opérationnelle accrue, une réduction des consommations énergétiques et une nette amélioration du confort des occupants. Et donc, fort de ce constat, comme on l'a vu avec Frédéric, les autorités ont mis en place un cadre réglementaire visant à déployer massivement ces solutions, mais également des mesures incitatives à travers les primes C2E. Et cela afin de s'assurer donc que ces solutions mises en place soient le plus efficientes possible. Ces primes reposent sur un principe de classification de GTB qui a été évoqué sur la slide précédente avec Frédéric. Et donc, si vous vous souvenez, en gros, la classe D correspondant finalement à un site dépourvu de GTB et la
classe A un site équipé d'une GTB très performante. Et cette classification, ainsi que le descriptif des fonctionnalités, est traité par la norme EN 52120 qui a pris le relais récemment de la EN 15232. Et donc, elle a pour objectif de détailler chaque domaine technique, soit le chauffage, l'éclairage, etc., et les fonctionnalités implémentables ainsi que leurs classes associées. Alors, par contre, je tiens à préciser une chose, puisqu'on a des demandes récurrentes en ce sens, à savoir qu'on nous demande régulièrement est-ce que votre GTB, par exemple, Schneider, permet d'atteindre la classe A? Alors, oui, mais. Oui, mais pourquoi? Puisque notre GTB, effectivement, est capable d'intégrer toutes les fonctionnalités de la classe A qui sont décrites. Pour autant, il faut impérativement que les installations techniques soient en mesure de le faire également. Pour vous donner un bref exemple, sur une des fonctionnalités sur le système de chauffage, notamment celui qui permet d'obtenir les C2E les plus importantes, une des conditions pour être de classe A nécessite en fait que le débit d'eau chaude, qui est envoyé dans les émetteurs du bâtiment, dans les radiateurs, soit fonction du besoin réel de chauffage. En d'autres termes, il faut que la GTB puisse faire varier le débit de la pompe au niveau de la pompe de distribution d'eau chaude. Et donc, pour cela, en fait, il faut que la pompe soit équipée d'un système de variation de vitesse, sans quoi la GTB en sera bien incapable. Donc, vous voyez, c'est vraiment un travail commun entre les différents lots techniques pour mettre en place, chacun à leur niveau, les composantes techniques qui permettront d'atteindre le niveau de classification souhaité. Et donc là, comme vous pouvez le voir, si une GTB de classe B suffit effectivement à être en accord avec la réglementation fixée par le décret BACS, il reste malgré tout très intéressant de viser une classification de classe A afin de réduire significativement sa consommation énergétique. Et là, les exemples qui vous sont donnés sur les différents segments, on est bien d'accord, ce sont des moyennes qui ont été réalisées, mais démontrent bien tout le potentiel d'une GTB performante comparativement à un site qui en serait dépourvu ou équipé d'une GTB de classe C, par exemple. Et on est bien d'accord que ces gains vont bien sûr varier suivant l'utilisation qui est faite du bâtiment, de son état de vétusté, de l'année de construction, etc. Donc, si on prend l'exemple d'un hôpital, la priorité d'un bloc opératoire, par exemple, c'est de garantir un environnement sain sur cette zone d'intervention pour garantir avant tout la santé du patient. Et donc là, la priorité, c'est de maintenir des bonnes conditions de température, des bonnes conditions d'hygrométrie et de pression. Et donc là, on est bien d'accord que les leviers d'optimisation énergétique sont extrêmement limités. Là où, au contraire, sur un bâtiment commercial, comme vous le voyez, on a des leviers d'optimisation qui sont extrêmement importants. Donc, c'est un des paramètres également à prendre en compte lorsqu'on s'interroge sur quel va être le retour sur investissement de la mise en place d'une GTB sur nos bâtiments. C'est justement tous ces facteurs, finalement, entre le secteur d'activité, l'année de construction, l'isolation de nos bâtiments, etc. Ensuite, l'optimisation énergétique et opérationnelle, tout comme le confort des occupants, passe donc par la digitalisation et l'électrification. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des solutions indispensables à court, moyen et long terme pour atteindre les objectifs que nous venons de citer et qui, de plus, bénéficient d'un fort et rapide retour sur investissement. C'est indispensable car, en fait, c'est à travers la collecte des premières données qu'il va être possible de comprendre le fonctionnement du bâtiment, comment et où l'énergie est utilisée. Ensuite, dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place les premiers automatismes pour agir sur les éléments les plus consommateurs qu'on aura identifiés et pour en optimiser le fonctionnement. Et donc, ce sont ces premières étapes, ensuite, qui vont nous offrir un volume de données suffisant et conséquent et qui va nous permettre d'engager une analyse plus approfondie pour initier des plans d'action plus poussés, mais nécessitant généralement des investissements plus conséquents et tel que, par exemple, je ne sais pas, le remplacement d'équipements techniques vieillissants qui seraient peu performants ou encore des travaux d'isolation, etc. Donc voilà, donc vous l'avez compris, investir dans une solution de GTB permet donc de prétendre à des aides financières tout en se mettant en accord avec la réglementation et en réalisant des économies significatives sur sa facture énergétique avec un minimum d'investissement. Et donc, là, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est l'architecture d'une GTB, de manière assez macro,
C'est une représentation d'architecture que vous allez retrouver sur l'ensemble des activités du portefeuille de Schneider Electric, que ce soit industrie, data center, etc. Là, on est bien sur la partie building qui nous préoccupe aujourd'hui. Et donc, vous avez ces fameuses 3 couches avec sur le bas une couche qu'on va appeler la couche produit connecté qui va être composée finalement essentiellement des capteurs et des actionnaires. Donc, par capteur, on entend tout ce qui va être sonde de température, d'hygrométrie, de pression, des contacts secs pour remonter des informations, des défauts, des compteurs. On va retrouver aussi des capteurs multifonctions pour la luminosité, le bruit, etc. Et puis ensuite, toutes ces données vont être collectées et traitées par des automates qui, eux-mêmes, vont mettre à disposition toutes ces informations à une couche de supervision qui va être soit embarquée dans certains automates serveurs, soit directement sur une couche socle de supervision, ce qui va permettre finalement aux équipes d'exploitation de monitorer, de superviser les différentes installations techniques du bâtiment. Pour rappel, une GTB, ça collecte environ 95% des données du bâtiment, et c'est la raison pour laquelle elle se doit d'être totalement interopérable et de communiquer sur des protocoles ouverts, puisque l'idée, c'est que demain, potentiellement, dans la mesure où aujourd'hui, on n'est plus sur un bâtiment siloté, mais bel et bien sur un bâtiment connecté à son environnement, l'idée, c'est de pouvoir demain, effectivement, retenir d'autres applicatifs qui pourraient être hébergés sur le cloud et qui auraient justement besoin de s'interfacer avec la GTB pour recueillir à la fois des informations ou potentiellement envoyer des ordres à cette même solution de GTB. Et donc, pour finir, si on prend l'exemple de notre GTB EcoStruxure Building Operation, le BO, elle est capable d'aspirer toutes les données du bâtiment, généralement via le protocole de communication BACnet IP. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui le protocole standard du bâtiment et le plus interopérable. Par contre, qui dit interopérabilité dit potentiel faille de cybersécurité, et c'est pourquoi EBO est un des premiers systèmes à intégrer le protocole BACnet Secure, donc qui va justement viser à sécuriser tous les échanges au sein de cette solution de GTB. Et ce que je vous propose de voir maintenant, c'est de voir véritablement un cas concret à travers la mise en place et l'exploitation d'une GTB sur le site de Technopole. Et donc, je vais laisser la main à Hugues et Aude pour vous présenter tout ça. Je vous propose une petite présentation du site de Technopole. Donc, le site de Technopole, c'est un site de recherche et développement de Schneider Electric qui est basé à Grenoble. Ce site est composé de plusieurs bâtiments qui couvrent environ 43 000 m², dont 22 000 sont dédiés au laboratoire. C'est un site qui est engagé sur les aspects environnementaux et énergétiques depuis plusieurs années, avec la mise en place de systèmes de management certifiés en ISO 50001 pour l'énergie et en ISO 14001 pour l'environnement. Sur ce site, en 2014, nous avons porté un projet immobilier sur la déconstruction d'un vieux site, d'un vieux bâtiment qui était très énergivore, pour la création d'un bâtiment de nouvelle génération. Et ce bâtiment utilise des technologies comme la géothermie pour le chaud et le froid via des thermofrigopompes et des panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Ce nouveau bâtiment couvre 10 500 m² environ et peut accueillir plus de 550 collaborateurs et le restaurant d'entreprise. Ce projet avait 2 objectifs majeurs, en plus d'être conforme aux différentes réglementations en vigueur. Le premier objectif, c'était d'être certifié sous la certification LEED Platinum, qui est une certification avec de fortes exigences en matière environnementale et énergétique. Et le deuxième objectif, c'était d'atteindre une exploitation d'atteindre en exploitation une consommation de 45 kWh m² par an en énergie finale, hors process du restaurant. Bien sûr, là, on parle de partie tertiaire. Et tout ça sans toucher au confort des collaborateurs. Le bâtiment, il a été livré en 2017 et à fin 2021, nous avons dépassé notre objectif en atteignant donc 43,5 kWh m² par an. Voilà. Ce résultat, il a été atteint par le pilotage de nos UT par la société Engie, qui nous accompagne sur l'efficacité énergétique. Et pour rentrer un peu plus dans la partie technique, je passe la main à Aude, qui est l'Energy Manager du site. Merci Hugues et bonjour à tous.
Donc Hugues vous a parlé du bâtiment T11 de Technopole. Donc T11, c'est un bâtiment instrumenté et connecté, puisqu'on compte sur ce bâtiment un total de 320 compteurs. On a également environ 8000 points contrôlés et monitorés. Donc, par exemple, dans chaque open space, on a des capteurs de luminosité qui nous permettent d'adapter l'intensité lumineuse en fonction de l'apport d'éclairage extérieur. On a des capteurs CO2 qui nous permettent de réguler l'apport d'air neuf dans l'open space. Et on a des sondes de température qui nous permettent de réguler le chauffage et la climatisation. Sur T11, on a également 350 room controllers pour le pilotage du confort. Donc, dès qu'une personne entre dans un open space, on passe en mode occupé et donc l'éclairage et la CVC vont se mettre en route selon les consignes définies. Donc, l'ensemble de ces capteurs, automates et installations sont contrôlés via notre GTB EBO pour un pilotage actif du bâtiment. Les usages sont automatisés et gérés via cette solution, ce qui permet de maximiser le confort, de réguler les consignes et d'avoir un pilotage fin des usages en fonction de l'occupation réelle du bâtiment. Et enfin, les 320 compteurs qui sont installés, ils communiquent et ils remontent sur la solution de monitoring énergétique, ce qui permet d'analyser en temps réel les consommations du bâtiment. Cet outil nous permet donc de détecter les éventuelles dérives de fonctionnement et de consommation, et donc on est réactif pour la mise en place d'actions correctives. Donc concrètement, au niveau des consommations du bâtiment T11, comme on peut le voir sur ce graphique, on a réduit nos consommations de 66% entre 2017 et 2021. Maintenant, on va voir quelques exemples d'actions qu'on a pu mener au cours des 5 dernières années pour baisser nos consommations énergétiques. Alors d'abord, en 2017, ça a été la première année d'exploitation du bâtiment. On a commencé par corriger les dysfonctionnements au niveau des installations et du comptage. Donc il y a d'abord eu une phase de vérification terrain sur les installations techniques et on a vérifié la cohérence entre le contrôle et la commande des équipements sur GTB. On a également optimisé le réglage des paramètres et des installations via la GTB. En 2017, on a commencé à mettre en place le monitoring énergétique, puisqu'auparavant, le suivi des consommations se faisait uniquement par des relevés mensuels, et donc nous étions très peu réactifs en cas de dérive. Donc, grâce aux différentes actions menées, on a atteint fin 2017 un IPE de 102,2 kWh par mètre carré. En 2018, ça a été la première année d'optimisation de T11. On a créé notre année de référence et on a fini de mettre en place le monitoring énergétique, ce qui a permis de suivre en temps réel les consommations. Donc, quelques exemples d'actions que l'on a menées au cours de l'année 2018. Alors, par exemple, au niveau des ventiloconvecteurs dans les open space, on a fait en sorte que la ventilation s'arrête si la consigne était atteinte. Donc, auparavant, la ventilation fonctionnait tout le temps. On a également optimisé les éclairages dans les circulations en réglant les temporisations et détections. Sur GTB, on a également asservi le fonctionnement des thermofrigo-pompes à la température de la boucle eau glacée et non plus par rapport à la demande des pompes de circulation. Donc, ça a permis de réduire la période de fonctionnement des thermofrigo-pompes. On a optimisé l'éclairage en passant d'une consigne de 300 lux à une consigne de 200 lux. Cela s'est fait progressivement. On a fait des tests avec les résidents et on va voir qu'on est même allé encore plus loin les années d'après. Ensuite, en 2018, on a mis en place le free cooling sur les CTA. Donc, entre 16 degrés et 22 degrés de température extérieure, les CTA sont forcés en ventilation ainsi que tous les ventilos des cassettes. Donc, par exemple, en été, ça permet de refroidir le bâtiment pendant la nuit et donc le matin, on démarre plus tard les thermofrigo-pompes. Un dernier exemple d'action qu'on a mené cette année-là, c'est la mise en place de VRV dans les locaux VDI. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le week-end et la nuit, les thermofrigo-pompes et les pompes de puits redémarraient uniquement pour refroidir les locaux VDI. Donc finalement, le seul investissement en 2018, ça a été la mise en place de ces VRV. Sinon, tout le reste, c'est des modifications de programmation des équipements et des optimisations de réglage sur GTB. Donc, grâce aux différentes actions menées, on a baissé de 33% notre consommation entre 2017 et 2018. Ensuite, en 2019, on a continué à optimiser l'éclairage. Donc, je vous ai dit, on était déjà passé à une consigne de 200 lux. Là, on a baissé encore à 150 lux. Et on a aussi travaillé sur la temporisation d'arrêt de l'éclairage. Donc,
ça, encore une fois, ça s'est fait progressivement et on a mis à disposition des résidents des lampes de bureau individuelles. Mais finalement, on se rend compte qu'elles sont très peu utilisées. Ensuite, on a fini d'installer en 2019 les VRV dans les locaux VDI et on a encore optimisé le free cooling au niveau des CTA. On a créé donc une vue GTB qui nous permet de contrôler les différents paramètres liés à la mise en marche et à l'arrêt, avec une possibilité de forcer le free cooling. Donc, grâce aux différentes actions, on a baissé de 24% notre consommation entre 2018 et 2019 et donc on a atteint un IPE de 51,6 kWh par mètre carré. En 2020, on a atteint l'objectif 45 puisqu'on a un IPE final de 44,3 kWh par mètre carré. Différentes actions ont été menées au cours de l'année 2020. Par exemple, on a mis en place sur GTB le pilotage des usages CVC, éclairage et prise de courant pour 2 grandes salles de réunion et le showroom. Donc ça nous a permis de piloter ces zones selon des programmes horaires et selon l'occupation. On a également raccordé l'éclairage du restaurant à la GTB et programmé des périodes d'occupation et inoccupation. Donc l'éclairage du restaurant a été optimisé. Auparavant, c'était piloté en local via un interrupteur et désormais, tout est automatisé via GTB. Ensuite, de la même façon que pour les salles de réunion et le showroom, on peut désormais piloter la CVC au niveau du restaurant puisqu'on a installé des sondes CO2 et des sondes de température ambiante. Et enfin, sur GTB, on a également rajouté le pilotage des VMCD sanitaires avec la mise en place d'un programme horaire. Donc, grâce à ces différentes actions, on a baissé de 14% notre consommation entre 2019 et 2020. En 2021, on a continué à optimiser nos consommations énergétiques. On a atteint un IPE de 43,5 kWh par mètre carré. Une action importante qu'on a réalisée l'année dernière, c'est la mutualisation des pompes de puits entre les bâtiments T11 et T12. En fait, sur le site, on avait 2 puits qui nous servaient pour le confort de 2 bâtiments, T11 et T12. Et désormais, on n'utilise plus qu'un puits pour le confort de ces 2 bâtiments. Donc, sur la GTB, on a mis en place un pilotage des pompes de puits en cascade avec priorité sur les pompes de puits de T12. Donc, concrètement, depuis cette action, les pompes de puits de T11 sont complètement à l'arrêt et on utilise un puits sur 2. Donc, au final, entre 2017 et 2021, on a réduit nos consommations de 66%. On a un IPE de 43,5 kWh par mètre carré. Donc, l'atteinte de cet objectif 45 a été rendue possible grâce aux outils de monitoring et d'analyse. On comprend notre bâtiment, on a un pilotage fin des installations et donc on optimise nos consommations énergétiques. Encore une fois, tout cela ne s'est pas fait au détriment du confort thermique des résidents. Le bâtiment répond aux besoins de l'ensemble des occupants, tout en prenant en compte les problématiques d'efficacité énergétique. Et donc maintenant, je vais repasser la main à Frédéric qui va vous expliquer comment réduire la consommation énergétique de vos bâtiments. Merci Aude et Hugues pour ce témoignage clair, très précis et plein d'espoir parce que vous avez vu, il est possible de réduire sa consommation d'énergie et d'atteindre des niveaux de cible bien inférieurs au décret tertiaire sans, je le rappelle, être au détriment du confort des occupants. C'est vraiment ce parallèle entre la sobriété énergétique où on baisse la température à 19 degrés et l'efficacité énergétique où on maintient une température confortable mais asservie à l'occupation du bâtiment, c'est-à-dire pas partout et pas tout le temps. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Hein. À vous d'investir, d'installer du monitoring énergétique, une GTB pour piloter de votre bâtiment. Et donc, on vous propose un parcours en 4 étapes. La première étape, c'est évidemment l'audit. Connaître son bâtiment, commencer par un audit thermique, voir l'enveloppe du bâtiment, mais aussi évaluer les éventuels systèmes de GTB ou de monitoring existants. Voilà, faire un inventaire de ce qui existe. Ensuite, la deuxième étape, ce sera mesurer, monitorer, rendre visible l'invisible, hein, connaître où sont ses consommations, quels sont les postes les plus énergivores. Troisième étape, ça va être le
contrôle, agir pour consommer au juste besoin au bon moment. Donc là, ce sera l'installation d'une GTB qui vous permettra d'être en conformité avec le décret BACS. Et ensuite, c'est toute la phase d'exploitation qui a été très bien décrite par Aude pour justement anticiper les dysfonctionnements, avoir le bilan des consommations et monter des plans d'action réguliers. Votre feuille de route sur votre bâtiment, voilà, il y a quelques étapes clés. Donc l'année 2022, vous l'avez compris, avec le contexte énergétique, ça va être plutôt des éco-gestes. Des éco-gestes. La partie EcoWatt, vous savez, la fameuse météo de l'énergie, je ne pense pas qu'on l'ait abordé, mais évidemment, notre système de GTB EBO sera compatible avec le signal EcoWatt. Ensuite, 2024, les objectifs gouvernementaux de réduction de la consommation énergétique en France de 10%. 2025, la conformité au décret BACS, l'installation de la GTB. Et ensuite, 2030, 40, 50, nos fameux 3 seuils de cibles à atteindre dans le cadre du décret tertiaire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, nous avons un guide qui est disponible. Vous pouvez le télécharger en scannant directement le QR code qui s'affiche à l'écran. Je vais le laisser un peu afficher. Et on va les regarder là. Si vous avez posé des questions dans le chat ou n'hésitez pas, il est encore temps d'en poser. Il y a une question. Quelle est la consommation énergétique d'une GTB GTC versus les réductions de consommation énergétique des bâtiments utilités? La consommation énergétique d'une GTB, c'est vraiment minime, dans le sens où elle est composée, comme on l'a vu, de capteurs actionneurs qui sont à très faible consommation, d'automates, pareil, qui consomment quasiment rien. Finalement, peut-être qu'il va consommer le plus sur certains projets, des gros projets, c'est quand on va héberger la solution, la partie logicielle sur un serveur. Et oui, c'est comme somme toute très, très limité en termes de consommation par rapport effectivement à des équipements extrêmement consommateurs tels que des moteurs, de centrales de traitement d'air, des grosses pompes de distribution, des pompes à chaleur, ce genre de choses. Donc, ouais, on n'est pas du tout sur les mêmes unités. Quelle surface est prise en compte dans le calcul du ratio kWh par mètre carré par an? Le décret tertiaire dit de prendre l'ensemble des surfaces, locaux techniques, plus parking. Nous, dans les exemples qu'on vous a présentés, on était sur le ratio du bâtiment. On a seulement exclu la partie restaurant, juste pour vraiment se focaliser sur les surfaces de bureaux qui sont, voilà, l'exemple majoritaire qui va vous concerner dans votre bâtiment. Il y a souvent une confusion avec ça doit être la surface de plancher, je pense, et la surface totale. Donc là, on a bien pris la surface totale, c'était 10 500 mètres carrés dans l'exemple de notre bâtiment en Technopole. On s'attendait à cette question. Déjà, il va falloir distinguer ce qui est de l'ordre du projet neuf et du projet de rénovation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre également de l'activité de votre bâtiment, de la manière dont il est conçu. Je vais prendre un exemple. Mettre en place des capteurs dans un espace de stockage, une plateforme logistique, par exemple, ça va être beaucoup plus facile que de faire ça dans un immeuble de bureau. Ce sera toujours plus facile dans un immeuble de bureau où on aura de la dalle 60-60 au plafond que sur un immeuble de bureau où potentiellement on aura même du placo qui fermeront les plafonds. Donc là, ça va devenir très compliqué de passer du câble. Donc vous voyez, en fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte que c'est difficile de vous donner un prix au mètre carré sur du neuf. Sur du neuf, je pourrais vous donner ça, sachant qu'on a des prix, essentiellement des prix sur Paris. Ça va différer un petit peu des prix en région qui seront moindres. Pourquoi? Parce que généralement sur Paris, en tout cas les projets parisiens, ça va être souvent des grosses tours avec des GTB assez complètes où on va prendre en compte bien sûr toute dans la partie confort. Il y aura certes la partie chauffage, climatisation des bureaux, mais vous aurez également le pilotage des éclairages en Dali et puis vous aurez également la partie pilotage des stores potentiellement avec même le sound tracking, le shadow management, etc. Donc bien sûr, qui dit plus de techno dit plus d'économie d'énergie, mais dit un investissement un peu plus conséquent.
Donc ça, c'est pareil, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai les ratios qu'on a, en tout cas du prix au mètre carré sur du neuf. Par contre, sur de la réno, ça va être extrêmement compliqué de vous donner les prix. Et puis, ça va dépendre également de la classe de GTB que vous avez souhaité viser. Donc, et puis encore une fois, finalement, l'investissement en GTB, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un fort et rapide ROI. Pourquoi? Parce que juste la partie GTB, ça reste quand même que des automates, des capteurs et du logiciel. Là où, forcément, comparé à des travaux d'isolation, par exemple, on ne sera pas du tout dans les mêmes ordres de prix. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire qu'avec une GTB, quand vous, je ne sais pas, sur un bâtiment commercial avec toute la partie élect, toute la partie matériel, capteur, etc., on pourrait se dire que vous en avez pour 40 000 euros, je ne sais pas, sur une sorte de concession automobile, par exemple, de 3 000 mètres carrés. Sachant que vous allez avoir des aides qui vont permettre de descendre la facture aux alentours des 25 000 euros et que typiquement, vous pourriez être avec sur un retour sur investissement, enfin en tout cas, un payback de l'ordre de 2 ans. Donc sur un fast-food, ça va être à peu près les mêmes ordres de grandeur. Voilà. Après, si vous prenez un immeuble de bureau des années 40, 8 étages, voilà, c'est là où ça devient plus compliqué, quoi. Et c'est tout l'objet de l'audit qu'a précisé Frédéric. La première chose à faire sur la rénovation, c'est justement que quelqu'un, un expert, passe sur votre site pour identifier déjà quels sont les potentiels éléments communicants qui seraient présents, et puis derrière, voir qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour atteindre telle ou telle classe de GTB. Le coût d'un audit, honnêtement, généralement, ça se fait sur une journée. Donc, c'est pas, allez, on va dire que grosso modo, c'est aux alentours des 1 000 euros. Mais souvent, ça peut être, ça dépend du projet. Ça peut être, on va dire, une démarche commerciale. Oui, je disais beaucoup de paramètres à prendre en compte là, pour estimer le coût d'installation d'une GTB, comme tu l'as mentionné, Julien. Par contre, voilà, ce qu'on peut vous dire, c'est que généralement, il y a un ROI pas très élevé. Voilà, si on prend les extrêmes entre 2 et 5 ans, qui permettent d'investir la GTB, de vous mettre en conformité avec les décrets, hein, parce qu'il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Et ensuite, au terme du ROI, d'avoir des factures d'énergie allégées et de reprendre le contrôle sur vos factures énergétiques. Pour la dernière petite question par rapport au logiciel Niagara, donc il y a un logiciel de la société Honeywell, donc c'est un logiciel de supervision. C'est un hyperviseur qui communique sur des protocoles ouverts, comme le BACnet IP que j'ai mentionné précédemment, donc qui est tout à fait interopérable avec nos automates ou même potentiellement nos produits connectés. Donc, si vous voulez, vous gardez ce principe de brique que je vous ai un peu présenté dans l'architecture, avec des produits connectés, une couche d'automate, une couche de supervision, et à savoir que potentiellement, vous pouvez tout à fait mixer les marques entre elles. Après, c'est à vous de voir, sachant que, effectivement, rien ne vous empêche demain d'avoir un automate d'une autre marque, etc., d'intégrer dans votre solution. Aujourd'hui, je pense que, quand je regarde un peu nos confrères, on est tous aujourd'hui avec des solutions qui fonctionnent sur des protocoles ouverts. Donc, il n'y a plus de problème d'interopérabilité. Gardez juste en tête que chaque, finalement, solution a ses avantages et ses inconvénients. Et l'idée, c'est d'essayer de voir par rapport à votre projet quelle est la solution la plus pertinente. Parce que plus vous allez finalement éparpiller et prendre différents composants de chaque marque, plus quelque part vous allez ramener quelque part à un niveau le plus bas. C'est un peu comme si vous essayiez de prendre un châssis générique pour faire une voiture de course, ça ne marchera pas. Donc, une voiture de course, elle est optimisée à 100%, avec le pneumatique, le châssis, le moteur, etc. Tout est fait pour. Voilà. Donc, sur ce petit compte possible, c'est un peu pareil. Donc, ça fonctionne avec différentes briques de différentes marques, il n'y a pas de souci, mais vous allez peut-être faire un fils. Voilà. Vous avez une définition de la GTC, mais au quotidien, quelle est la différence dans le pilotage? C'est vraiment le fait qu'avant, vous aviez plusieurs GTC pour faire ce que fait aujourd'hui une GTB avec un seul outil de supervision. Avant, vous aviez par usage, donc pour l'éclairage, vous aviez des capteurs, des actionneurs, des automates et un superviseur. Ensuite, pour le chauffage, la climatisation, le CVC, on a la manière générale souvent. Vous aviez la même chose avec donc capteurs, actionneurs, automates et superviseurs, bien dissociés. Et pareil pour les autres usages. Donc à la fin, vous aviez plein de PC finalement pour monitorer votre bâtiment. Donc quand vous allez voir le tirage, vous allez les connecter sur un PC. Quand vous allez voir le CDC, vous allez les connecter sur un autre.
Et on est bien d'accord que les deux ne marchaient pas ensemble. Donc, l'histoire du fameux programme WAM, je vous ai évoqué, c'est bête, mais c'est un des objets les plus basiques finalement du GTB, mais les plus importants. Vous êtes obligé de renseigner le programme WAM dans chacune de ces solutions pour faire finalement la même chose, c'est-à-dire assurer le démarrage de l'installation à telle heure le matin et d'arrêter à telle heure l'après-midi aussi. Je vais juste reprendre ta définition de la GTB et de la GTC. Donc, vous l'avez compris, c'est GTC, c'est les systèmes centralisés qui peuvent concerner le chauffage, l'électricité ou d'autres lots, versus une GTB qui est le système unifié où on va tout reprendre sous le même système. Un exemple très concret, un détecteur de présence dans une salle de réunion. Si vous êtes sur une GTC, il va piloter que l'éclairage, par exemple, et vous en aurez peut-être d'autres pour les stores ou le chauffage. Le fait de relier ça sur une GTB, quand vous allez rentrer dans la salle de réunion et donc activer cette salle de réunion, les stores vont s'ouvrir, l'éclairage va éventuellement s'allumer s'il y en a besoin et le chauffage ou la clim va se mettre en route. Voilà la principale différence entre un système unifié et d'autres systèmes qui fonctionnent en parallèle. Mise en place d'une GTB nécessite-t-elle en parallèle de disposer d'un Energy Manager? Oui, l'exploitation est importante. Alors, je ne sais pas pour le coup si c'est Aude qui veut répondre ou Julien, mais il y a besoin de faire un suivi pour vérifier déjà la bonne optimisation des réglages et surveiller qu'il n'y ait pas de dérive. Donc, un Energy Manager externe ou une personne de qualifiée chez vous pour suivre ça. Après, c'est aussi quelque chose qui peut être fait par les techniciens. Voilà, nous, concrètement, au quotidien, la GTB, c'est un outil pour les techniciens. Le matin, ils arrivent, ils regardent, la première chose qu'ils font, c'est regarder la GTB avec la remontée des alarmes. Donc, eux, ils suivent. La GTB, c'est vraiment un outil du quotidien pour eux. C'est sûr que pour moi, c'est un outil du quotidien aussi, mais les techniciens utilisent beaucoup cette GTB. A priori, c'était la dernière. De toute façon, ce webinaire a été enregistré. Donc, vous pouvez le revisionner directement en replay. Je vous remercie. On vous remercie pour votre attention et on espère qu'elle vous a apporté pas mal de réponses. Voilà, notamment sur la crise énergétique, la conformité au décret et des possibilités de réduire vos factures énergétiques. À très bientôt. Merci à tous et au revoir.